Fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans votre magazine économique concret. Concret que vous avez pris l'habitude de suivre chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. Pour ce numéro, c'est un numéro spécial parce que simplement, ce que tout le monde attendait finalement est arrivé. C'est comme si on attendait pour les Christ la venue de Jésus-Christ. Et pour ce numéro, nous allons échanger avec le cordon Jean-Luc Kayoko, qui est au fait coordonnateur de PODEFIP. Mais ici, j'aimerais le prendre plus dans sa casquette comme une vraie société civile. Cordon, vous disons bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Comme je le disais, fidèles téléspectateurs, nous allons aborder une grande question. Je le disais, tout le monde attendait, pour ceux qui sont des chrétiens, on parle de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, pour ceux qui sont des chrétiens. Et on attendait quoi? On attendait le gouvernement. Enfin, il y a le gouvernement. Le gouvernement a été publié, je pense, il y a de cela 2 jours. Nous prenons 2 jours parce que l'émission est enregistrée 2 jours après la publication du gouvernement. Cordon, qu'est-ce qu'on peut dire à première vue, lorsque vous avez suivi la publication de ce gouvernement? Comment vous voyez les choses? Quelle lecture de ce gouvernement, avant qu'on entre dans le vif du sujet? De prime abord, on a senti un renouvellement de la classe politique. On a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés, qui n'ont jamais géré des grands postes comme le ministère. Et nous avons vu cette fois-ci aussi beaucoup de femmes. C'est presque 27%. Je pense que ça commence bien. Ça commence bien. Donc, pour vous, le fait qu'on voit déjà qu'il y a des jeunes, on parlerait même de jeunes qui ont moins de 40 ans, qui ont pris de postes de responsabilité. Les femmes, vous venez de le dire, 27% en ce qui concerne les femmes. Vous sentez déjà que ça commence bien? Oui, ça commence bien. Ça commence bien. Oui. 2 jours après la publication, vous dites que ça commence bien. Oui. Quand on dit ça commence bien, ça veut dire d'abord, il y a une réponse à une préoccupation permanente. Pourquoi ce sont les mêmes qui doivent devenir des ministres? On a quand même une partie des réponses, au-delà de 50%, ça vaut la peine. Il y a une autre question qu'on se pose souvent encore, c'est la représentation de la femme. La Constitution parle de 30%, mais on n'est jamais arrivé à 20. Aujourd'hui, on est à 27. C'est déjà un grand pas. Voilà, c'est pour ça que nous disons, ça commence bien par la forme, quoi. Nous parlons de la forme. La forme est très bien présentée, avec un Premier ministre aussi jeune. Nous pensons que ça commence bien. Ça commence bien, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Jean-Luc Kayoko qui le dit, le coordonnateur de la PODEFIP. Ça commence bien. Quelles sont les urgences pour ce gouvernement? Quelles sont les priorités pour ce gouvernement? Ce gouvernement qui, au fait, a été publié 2 mois après environ, 60 jours après. Quelles sont les priorités pour vous, pour ce gouvernement qui commence bien? D'abord, il faut retenir, il faut qu'on se mette d'accord sur un point. La précipitation n'est pas une urgence. La précipitation n'est pas une urgence? Non. Okay. Parce que si souvent, nous faisons des précipitations en disant que ce sont des urgences. Je suis en train de me dire aujourd'hui, nous avons un problème qui est vraiment important, c'est le problème de l'Est. La sécurité. Et dans cette sécurité, il ne faut pas qu'on cherche une précipitation. Parce que dans cette sécurité, il y a des acteurs qui entrent en jeu. Donc il faut d'abord soutenir ou renforcer l'armée. Parce que ça s'avère important. Si je parle de renforcer l'armée, c'est d'abord de regarder sur tout le plan. Est-ce que le militaire est dans sa peau? Parce qu'aller faire une guerre, en pleine guerre, en train de penser si sa famille a mangé, ça c'est un problème. Nous devons aussi renforcer la police. Parce que la police et l'armée, ce sont 2 corps qui vont dans un même sens. Donc, ce sont les 2 là, moi je trouve que c'est une priorité, mais ce n'est pas une urgence. Je suis en train d'insister sur l'urgence.
Pourquoi je parle que ce ne sont pas des urgences? C'est une priorité, mais pas une urgence. Pas une urgence. Ah ben ça. Je sais que les gens se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire? L'urgence, ça dit qu'on décide, on se précipite, on va faire la guerre. Est-ce qu'on a planifié cette guerre? Pourquoi est-ce que ça fait un bout de temps, on envoie l'armée, on ne réussit pas? C'est parce qu'on fait une urgence dans une précipitation et on n'a pas les résultats. Mais si on met ça en priorité, donc on doit voter un budget conséquent qui doit dire, les stratèges de l'armée vont nous dire, voilà pour aller faire cette guerre de l'Est, voilà les problèmes qui se posent. Et on cherche à résoudre le problème qui se pose pour mettre fin à cette guerre. Là, c'est une priorité. Mais quand on en fait une urgence, on fait descendre les militaires sur le terrain, on ne connaît pas la position de l'adversaire. Là, c'est une urgence, une précipitation. Donc, on doit différencier. Donc, ce gouvernement doit, la sécurité, j'ai parlé. Nous avons aussi un autre problème, c'est la cohésion sociale, qui doit être une priorité aussi. Pourquoi je parle de la cohésion sociale? Parce que si souvent, les Congolais, nous parlons de développement. Le développement, c'est quoi en fait? On ne doit pas continuer à parler de développement, mais on ne met pas les éléments qui entrent en jeu pour un développement. Un développement, d'abord, moi j'appelle ça une convergence. Donc le pays, la RDC, ne doit pas avoir des urgences dans le développement. D'abord, nous devons savoir, le leadership que nous avons, va-t-il nous amener au développement? Parce que nous avons des leadership. Avoir le leadership ne dit pas que vous avez qu'est-ce que je veux dire? Que vous avez le monopole de diriger. Parce que le leadership, c'est de l'influence. Mais le leadership est plus la construction d'une vision. Le leadership, c'est plus la construction d'une vision. Okay. Parce qu'un vrai leadership que nous voulons de ce gouvernement, qui est apprécié, que moi j'apprécie, c'est d'abord avoir un leadership réussi. Parce qu'il y a aussi un leadership qui échoue. Le leadership, quand vous dites vous êtes leader, ça ne suffit pas. Vous faites un leader qui échoue. Là, M. Jean-Luc Ayoko, vous venez de soulever une question assez complexe quant à la définition du leadership que vous donnez. Une leadership réussi. Oui. À quel moment nous allons parler du leadership qui n'est pas réussi? Voilà. D'abord, le leadership réussi, c'est quoi? Le leadership réussi, c'est d'abord construire une vision, avoir la collaboration de tous ceux qui peuvent contribuer, avoir les compétences, apprendre aux autres qui vont être avec vous, et puis viser les résultats. Ça, c'est le leadership réussi. Le leadership qui échoue, oui. C'est un leadership qui n'a pas de vision. On prend les gens, on dit aujourd'hui, je suis chef tel, mais tu veux amener le groupe où? Tu veux amener le Congo où? En vous entendre parler, le leadership réussi, vous avez donné la définition, le leadership qui échoue, vous êtes en train d'expliquer. À vous entendre parler, ça signifie que ce gouvernement doit savoir quelle est la vision. Ce gouvernement doit savoir sous le leadership de qui il faudrait que ce gouvernement marche. Est-ce que le leadership dont vous êtes en train de parler va dépendre du Premier ministre ou cela va dépendre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Voilà, c'est encore une très bonne question, madame. Parce que, en fait, c'est ce qui nous tue. Nous voudrions parler développement de ce pays, mais nous ne voudrions pas nous mettre ensemble. Vous savez, nous avons une organisation là, qui s'appelle CIDC, qui dit ceci. La force de développement d'un pays dépend de l'intersection entre l'opposition, la majorité et la société civile. Est-ce que nous avons cette intersection? Non, c'est là où se pose le problème. C'est là où le développement du Congo est en train de patauger. Parce que celui qui est dans l'opposition, au lieu de jouer l'opposition participative, il est dans l'opposition avec son leadership
en train de détruire le leadership qui est au gouvernement. Ce pays a un seul chef de l'État. Que vous puissiez l'aimer, que vous ne puissiez pas l'aimer, il est le seul chef de l'État. C'est lui qui donne l'impulsion à ce pays. Nous avons intérêt. L'opposition a quel intérêt? Parce que l'opposition parle de l'amélioration des conditions sociales. Des conditions sociales des gens. Le gouvernement, la même chose. Mais la société civile, la même chose. Mais comme le développement est une convergence, ça veut dire que la seule personne qui peut donner l'impulsion, c'est le chef de l'État. Parce que nous n'en avons pas deux ici, dans ce pays. Et il n'y a pas deux signatures qui engagent. La preuve, c'est que, vous voyez notre chef de l'État, le président honoraire. Aujourd'hui, vous sentez qu'il était entouré par des gens qui n'étaient pas dans sa vision. C'est pour ça que vous le voyez en train de tournoyer. Or, si nous voulons aller dans le développement de ce pays, améliorer les conditions sociales, c'est d'abord avoir une vision commune. Nous allons où? Et l'opposition peut arrêter, dire avec son bâton, son drapeau rouge, dire non, 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 gouvernement ici, c'est une erreur. Il faut corriger. Voilà le rôle de l'opposition participative. On ne vous dit pas allez. Non, jouez votre rôle, mais dans l'intersection, en soutenant ce qui nous amène au développement. Ce qui nous amène au développement, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Il faut soutenir l'opposition, doit être une opposition participative et soutenir ce qu'il faut soutenir et avoir un bâton. Il faut fouetter quand il le faut, il faut frapper quand il le faut. Mais il y a une question, je pense tout récemment, ça n'a rien à voir avec le Haut-Katanga. Ça n'a rien à voir avec la province du Lualaba, mais en fait, c'est une situation depuis des années qu'on gère. IDAC. Je pense qu'il y a eu une rencontre tout récemment concernant l'IDAC. Nous allons revenir aux priorités du gouvernement et les urgences. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Mais IDAC, lorsque vous parlez d'IDAC, 10e, je pense que c'était 10e anniversaire de l'IDAC. Avant qu'on rentre dans notre sujet d'aujourd'hui, les priorités du gouvernement, ou sinon les urgences du gouvernement, l'IDAC, 10 ans après, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que l'intersection entre la société civile, le gouvernement, est-ce qu'on sent cette intersection comme il se doit? Est-ce que les politiques sont des communs accords avec la société civile? Oui, évidemment. C'est la bonne gouvernance. Je reviens à l'IDAC. L'IDAC, après 10 ans, maman, qu'on se le dise, qu'on n'ait pas froid aux yeux, l'IDAC a donné beaucoup de contributions. IDAC? Oui. Il y a beaucoup de contributions et beaucoup d'améliorations. Et qu'est-ce que ça signifie IDAC pour ceux qui ne connaissent pas la signification IDAC? C'est l'initiative pour le développement durable du Katanga. Ok, d'accord. Donc, ça concerne le Grand Katanga. Oui. Donc ça veut dire ceci tout simplement. Ce que l'IDAC a fait, c'est le dialogue entre parties prenantes. Et l'IDAC a réussi parce qu'on a les entreprises minières qui sont là, on a la société civile qui est là, on a le gouvernement. Donc, mais ça veut dire maintenant, c'est au niveau aujourd'hui, moi je pense que la contribution de l'IDAC serait de verser tout ça au niveau du gouvernement central. Parce que ces résolutions-là vont aider le gouvernement à développer son plan d'action. Donc je pense que l'IDAC doit, avec tout ce qu'on a déjà fait, où on en est aujourd'hui, je pense que verser ou mener un plaidoyer sérieux pour que les résolutions de l'IDAC entrent en jeu auprès du gouvernement. Et ça va être une très grande contribution. Je sais qu'ils en ont donné au niveau du gouvernement provincial, mais je pense qu'il est temps d'aller au-delà. Parce que certaines décisions se prennent à qui, mais les résolutions ont été proposées localement. Donc les résolutions ont été proposées localement, donc 10 ans après IDAC pour vous, ça a marché. Oui. Ça marchait. Si j'avais ouvert cette parenthèse, c'est parce que justement vous étiez en train de parler des conditions sociales, du développement, en ce qui concerne les urgences. Mais nous revenons à notre thème de ce soir, les urgences, les priorités pour ce gouvernement. Vous avez parlé
de la sécurité. Vous avez également parlé et vous soulevez les conditions sociales, mais la cohésion, vous avez parlé de la cohésion, sociale. Mais cette cohésion sociale, tant que ceux qui sont là, qui ont été nommés comme membres du gouvernement, n'ont pas la main mise sur leur portefeuille qu'ils gèrent, sur leur ministère qu'ils gèrent, est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer? Parce que la plupart de ceux qui ont été nommés sont membres d'un parti politique. Sûrement qu'ils ont eu des instructions venant de leur parti politique. Et vous savez que ce gouvernement, c'est ce que tout le monde attendait, c'est un gouvernement de l'union sacrée au fait. Donc ce gouvernement de l'union sacrée, vous avez toutes les tendances qui se sont retrouvées. Je pense à l'exception peut-être du FCC, et encore FCC amélioré si on peut le dire ainsi. Mais les autres se sont retrouvés dans ce gouvernement. Est-ce que les ministres qui ont été nommés auront la main mise en ce qui concerne la gestion de leur ministère? Est-ce qu'ils n'auront pas trop des instructions venant de la part de leur chef de file? Est-ce que ça ne va pas bloquer la vision, justement? Madame, c'est évidemment ce qu'on doit cesser. Parce que quand vous êtes nommé dans un gouvernement national, vous n'appartenez plus à votre parti politique. Et parti politique, madame, en passant là, est-ce qu'il y a des partis politiques au Congo? C'est une autre question. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de partis politiques en RDC? Il y a des entreprises, il n'y a pas de... Il y a des entreprises, mais il n'y a pas de partis politiques. Ah ben ça c'est bien. Bon, on y va. Je voulais dire quoi? J'aimerais dire un aspect important. À la population et à nous qui sommes société civile, nous avons le devoir aussi d'aider le chef de l'État. Aider le chef de l'État, ça veut dire quoi? Nous pouvons tout dire, mais nous avons un dénominateur commun, le bien-être de la communauté, le bien-être des citoyens congolais. Quand ça ne marche pas, j'ai dit à l'opposition, ayez votre drapeau bic rouge à la main. La société civile, ayez les armes qu'on vous a dotées par la Constitution. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de la force de l'intersection, ça ne veut pas dire que arrêtez vos activités. Non. Mais quand vous êtes dans le gouvernement, vous êtes obligé de vous lier à la vision commune. Parce que dans la vision commune, c'est là où doit se tracer toutes vos planifications. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un, on dit, voilà ce qui est priorité. Voilà, c'est aussi une priorité. Quelle est la politique que vous avez de votre ministère? Moi, je pense qu'on pouvait même faire un test pour savoir, quand on t'a donné la jeunesse, tu vas en faire quoi? On t'a donné le plan, qu'est-ce que tu veux en faire? Le budget. Oui, le budget, tu vas en faire quoi? Est-ce que c'est pour seulement bloquer les autres? Donc, c'est ça. On ne peut pas être dans un gouvernement et dire, j'appartiens à l'opposition. Non. Dans un cas où vous entrez dans le gouvernement, vous suivez la vision commune, ou vous n'y entrez pas, vous restez dans l'opposition avec votre bic rouge. Ou vous restez à la société civile avec vos activités, dénonciation, pétition et consorts. Parce qu'on ne sait pas accepter d'aller dans un gouvernement où nous, peuple, citoyen, et puis quand on parle peuple d'abord, ça veut dire quoi? C'est cette intersection-là. C'est ça le peuple. Quand vous n'êtes pas d'accord avec cette intersection qui nous donne une vision commune, qui nous donne un développement convergent, non, vous n'êtes pas avec le peuple. Oui, mais ça c'est bien, vous n'êtes pas avec le peuple. Que faudrait-il faire alors pour tous ces ministres qui ont été nommés? Vous l'avez dit, mais qui du reste n'ont pas été nommés parce qu'ils sont X, Y, Z. Ils ont été nommés ou recommandés par leur chef de file, leur parti politique, que vous vous appelez entreprise. Il n'y a pas, tu ne peux pas devenir un ministre par la volonté de ton parti. Ça, c'est archi faux. C'est ce que je ne cesse de dire même en province. Quand vous êtes ministre, vous êtes lié à la vision du gouverneur. Si vous n'êtes pas avec le gouverneur, c'est lui qui a signé pour que tu deviennes ministre, il peut signer pour que tu partes. Nous devons cesser d'avoir cette pitié de péché, cet amour de péché que nous avons dans notre pays. Vous prenez les gens par complaisance, il fait du mal. Vous êtes en train de dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il a été recommandé. Il a été recommandé pour quelle finalité?
Qui de ce ministre-là ne raconte pas dans sa bouche le bien-être, le développement, l'amélioration des conditions de vie? Qui? Et puis tu arrives, maintenant tu commences à démontrer comment tu es venu de ton parti. Mais ton parti là, il est qui ton parti? Mais reste dans ton parti. Donc, ça veut dire que nous devons cesser l'impunité. Parce que ça aussi, ça s'appelle une impunité. Vous avez accepté d'aller dans un gouvernement dont on a dénommé aujourd'hui de l'Union sacrée. Donc, vous devez accepter tout ce qui se passe là-bas, ou vous vous taisez, ou vous partez. Ou vous démissionnez. Oui, c'est trois possibilités. Vous vous taisez, ou vous démissionnez, ou vous appliquez. Vous appliquez. C'est tout. Mais on ne va pas continuer à avoir cette pitié ou cet amour de pitié que j'appelle amour péché. Cet amour un peu démoniaque? Oui, c'est démoniaque. Comment veux-tu, on te met quelque part par quelqu'un qui te demande de faire ce que lui attend de vous. Vous vous dites non, moi je suis venu de mon père. Mais si tu es venu de ton père, reste chez ton père. Donc on doit arrêter. Donc notre politique doit changer. C'est pour ça que je suis en train d'apprécier certains députés qui se sont transcendés pour créer des histoires en dehors des dynamiques, amis, tout ça. On crée des histoires pour renouveler la mentalité. Est-ce que les Congolais, ne nous sentons-nous pas vraiment, qu'est-ce que je peux dire, ne nous sentons-nous pas plus petits qu'un homme? Parce que je n'ai pas de mots. Plus petit qu'un homme. Plus petit qu'un homme. On n'est plus des hommes quand vous dites ça. Oui, plus petit qu'un homme. Oui, mais je ne sais pas s'il y a encore une signification à cela ou un terme à cela. Oui, expliquez-vous. Il y a un terme à expliquez-vous, expliquez-vous. Ça veut dire tout simplement que on vous donne tout ce que vous devez avoir pour réaliser quelque chose. Mais vous, au lieu de réaliser, vous commencez à vous battre. Ou vous commencez à critiquer. Parce que nous, on parle, hein, nous Congolais. Vous avez le français qui dépasse même le français. Et tout ça bloque pour un seul mot. CNS, ça fait 2 ans. Mot géopolitique. 2 ans. Des assises les plus longues du monde entier. Mais les résultats de ces assises-là, où sont-elles? Où sont-ils, pardon? Donc, ça veut dire, nous avons, moi j'ai toujours dit, la RDC est en guerre depuis son indépendance. Depuis 1960. Depuis 1960. Nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en guerre permanemment. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous dire des vérités en face. Aujourd'hui, quand vous soulevez, il faut revoir la Constitution. Vous allez voir comment les réactions sont. Les réactions sont comme si ce sont des lions qui veulent. Mais cette Constitution est venue de quoi? Cette Constitution est venue à post-conflit. Post-conflit où on a contenté tout le monde. Et aujourd'hui, c'est une Constitution qui a beaucoup de vides, qui ne nous aide pas à avancer, qui nous crée encore de conflits. Donc, ce sont des choses que nous devons prendre en considération. Tout le pays, post-conflit, la paix se construit, madame. Qu'on ne se trompe pas, culture de la paix, tout ce que nous faisons, c'est du théâtre. La paix est une grande motivation, est un élément essentiel du développement. Donc, on doit construire notre paix pour un développement durable. On doit construire notre paix pour un développement durable. Nous sommes en train de parler des priorités, sinon des urgences de ce gouvernement. Déjà, M. Jean-Luc Kayoko a fait la part des choses entre priorité et urgence pour le gouvernement. Mais est-ce que la RDC doit continuer à se plaindre chaque fois, la RDC, quand je parle de la RDC, les politiques congolais, parce qu'après la publication du gouvernement, sûrement qu'il y a des mécontents qui attendaient à avoir un poste. Comment gérer tous ces mécontents? Est-ce qu'il faudrait attendre que les mécontents soient servis encore une fois au niveau des entreprises publiques? Parce qu'il y a même certaines personnalités, certains leaders des partis politiques qui auraient fait entendre qu'après la publication du gouvernement, on aurait tout de suite la nomination des mandataires publics. Est-ce que les mécontents doivent attendre un poste en tant que mandataire public ou il faudrait que la décision revienne encore une fois au leadership, comme vous l'avez dit, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je suis en train de me dire, d'abord, madame, vous les appelez des leaders, oui, ils sont des leaders, mais ils ont amené où?
Regardez, pour vous démontrer que nous n'avons pas assez de leaders qui réussissent. Ah ben, c'est pas moi qui le dis, il s'appelle leader, hein? Oui, il s'appelle leader, même si il s'appelle dans le gouffre, il s'appelle comme leader. Oui. Je suis tout à fait d'accord et je leur concède ça. Mais la question c'est de savoir si un pays qui a 450 tribus, c'est ça le Congo, non? Oui, c'est ça le RDC. Mais qui a plus de 500 partis politiques, y a-t-il un leadership dans ce pays? Y a-t-il un leadership dans ce pays? Les 500 partis politiques, ce n'est même pas qu'un parti, une tribu. Non, ce n'est même plus ça. Nous sommes au-delà. C'est pour ça qu'il faut revoir un peu la Constitution. Parce que le nombre de partis, c'est la source d'autant de problèmes. C'est la source du sous-développement. Parce que chacun voudra se faire sentir en détruisant pour qu'on sache qu'il existe. Bon, est-ce que déjà en disant ça, ça signifie pour vous, le fait qu'on ait plusieurs partis politiques, entre guillemets, parce qu'à un moment, vous avez même dit, vous ne savez pas s'il y a encore les partis politiques ou ce sont des entreprises, mais est-ce que pour vous, ça signifie que les partis politiques, entre guillemets, posent problème en RDC, oui, et que si on recourait, au fait, à la dictature, ou si on recourait à un multipartisme comme Mobutu l'avait fait à l'époque, paix à son âme, avec 3 partis politiques quand il avait prononcé son discours le 24 avril 1990. Est-ce qu'il faudrait qu'on aille à 500 partis, près de 500 partis politiques, en les ramenant à 3 partis politiques? Est-ce que ça serait l'idéal pour les RDC? Ou il faudrait qu'on revienne à un parti unique, comme c'était à l'époque le MPR? Non, madame. Pour résoudre des problèmes en RDC. Non, la liberté, c'est la liberté. Nous sommes dans une liberté d'association, la Constitution nous dit ça. Mais le problème, c'est que la loi électorale prévoyait que pour rester un parti politique, il faut un certain seuil. Oui. Quand il y a sur 450 partis politiques, 390, non, ni députés, ni quoi. Mais ça s'appelle le parti politique en quoi? C'est ça la question. On demeure un parti politique, d'abord en définissant seulement le parti politique. C'est pour conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps. Quand il y a déjà eu 3 fois les élections, vous n'avez jamais eu un député. Et vous vous dites que vous êtes un parti politique, vous continuez même à résister. Non, madame, nous devons revoir cette loi sur les partis politiques. Pas réduire, non, non. Seulement que le parti qui n'atteint pas un certain seuil. Il y a des partis qui ne sont qu'à Kinshasa. Il y a des partis qui ne sont qu'à Lubumbashi. Alors, or la loi sur les partis politiques dit on devient un parti politique national quand vous êtes représenté à travers le pays. Donc, d'abord, on n'applique pas cette loi-là. Donc, nous devons commencer d'abord par appliquer la loi. Donc, les partis politiques sont trop. C'est une source de conflit permanente et une source de sous-développement. Et moi, je suis en train d'insister. De la même manière, il y a trop de sociétés civiles aujourd'hui. Non, la société civile... Il n'y a qu'une seule société civile. J'aime bien cette façon-là de définir. Définissez ça un peu. Parce que vous le dites pour les partis politiques, mais il y a des téléspectateurs qui vous diront aussi c'est le même problème qu'on a avec la société civile. Non. Eux ne doivent pas fuir leurs responsabilités. La société civile, c'est l'ensemble des associations. C'est ce qui constitue une société civile. Et une association est une source communautaire. Il y a des associations qui sont dans l'environnement, il y a des associations qui sont dans la gouvernance politique. Donc nous avons beaucoup de thématiques chez nous. Donc on a, bon, les partis politiques aujourd'hui, quelle est la thématique? C'est une seule thématique, conquérir le pouvoir. Et chez vous, vous avez plusieurs thématiques. Oui, nous avons plusieurs thématiques. Donc vous avez le droit, quand j'ai dit chez vous, dans la société civile, oui, vous avez le droit... Qui entre dans le développement. Et encore là aussi, il y a un problème, la société civile aujourd'hui. Oh. Il y a la société civile pouvoir, la société civile opposition. Maman, là, ça veut dire ceci. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, si c'est dit, non, il y a des associations qui adhèrent à des partis politiques. Madame, il n'y a qu'au Congo d'abord où il y a la différenciation entre partis politiques et associations. Sous d'autres cieux, vous ne savez même pas distinguer la société civile, c'est quoi?
les partis politiques. Parce qu'un parti politique a deux partis. Il y a le parti politique et parti société civile. Pas plus loin qu'à côté de chez nous. Donc, ça veut dire que ici, chez nous, on a différencié. Mais maintenant, quand une association se dit, maintenant là, ces partis, ces associations qui adhèrent au parti, ont-ils les mêmes objectifs, même projet de société? C'est ça la question. S'ils adhèrent aussi comme, au lieu de devenir politiciens, ils veulent passer par la société. Oui, les gens trouvent à la société civile un tremplin. Mais, maman, madame, sont libre association. Mais ce qui reste vrai, c'est que... Il y a de la matière. Oui, madame, ce qui reste vrai, la Constitution dit ceci, à son article 37, que le gouvernement peut collaborer avec les associations qui travaillent pour le développement. Ça, c'est... Quand vous collaborez avec le gouvernement, moi, je ne trouve pas de problème. L'article 37 de la Constitution, oui, ça coupe court. C'est très clair. Voilà, nous sommes en train d'évoluer, fidèles spectateurs. Je rappelle que ce numéro concret, c'est un numéro assez spécial. Spécial parce qu'il y a eu la publication du gouvernement. Nous recevons pour vous M. Jean-Luc Kayoko, qui est au fait de la société civile. Nous le prenons comme expert aujourd'hui de la société civile, qui est également le membre 1 de la PODEFIP. Avec lui, nous sommes en train de parler des urgences, sinon des priorités du gouvernement. M. Jean-Luc Kayoko, combien de chances donnez-vous à ce gouvernement? Parce qu'il y a de la matière. Nous allons y revenir la fois prochaine. Combien de chances pour voir ce gouvernement réussir, ce gouvernement de l'Union sacrée? Quelles sont les premières stratégies que vous pouvez donner à ceux qui gèrent, à ceux qui gouvernent? Les premières stratégies, une ou deux stratégies. Allez, ce qui m'a vu, c'est quand vous dites quelle est la chance. C'est toujours la même question que chacun répond, la chance. Non, ce n'est pas un jeu du hasard. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas... Non, en fait, le problème, ce n'est pas autour de combien de chances. Le problème, c'est qu'en RDC, vous venez de soulever une question importante sur les partis politiques. Déjà, vous-même, vous doutez s'il y a vraiment les partis politiques. Vous avez dit que ça peut être considéré comme des entreprises. Alors, ça crée déjà une méfiance de la part des téléspectateurs, de la part de la population, des auditeurs, donc la population congolaise. Mais maintenant, la question, chaque fois qu'il y a cette méfiance, il y a un gouvernement, la population se pose la question, est-ce que nous aurons les retombées que nous attendons? Les retombées, parmi les retombées, vous avez soulevé la question de la sécurité, à l'est du pays. Vous avez soulevé la question sur la cohésion, vous-même, la cohésion sociale. Maintenant, combien de chances vous donnez? Puisqu'il faut quand même se dire les choses en face. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on se dit comment ça va évoluer. Vous avez soulevé le bon côté, mais il faudrait aussi donner les stratégies qu'il faut. Madame, oui. Moi, je ne suis même pas dans les chances là. Vous êtes dans quoi? Quand on donne les chances, c'est la loterie. Moi, je ne suis pas dans la loterie. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Moi, je suis en train de me dire que le Premier ministre, en tant que technocrate, il a sélectionné les technocrates. Okay. Nous allons les juger sur base de leur plan d'action. Okay. Parce qu'à ce moment-là, nous allons voir, ont-ils pris en compte les problèmes réels? Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est de tenir compte de besoins réels de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, le besoin, c'est... Nous pouvons parler de développement, comme je vous ai dit. Le développement, c'est un mot abstrait. Le développement, ce sont des actions qu'on va mener. Et puis, il n'y a pas seulement à dire... Parce que quand on parle du gouvernement national, n'oublions pas les gouvernements provinciaux. Parce que les gouvernements provinciaux sont censés donner de l'impulsion aussi au gouvernement central. Donc, pour moi... La stratégie, la première des stratégies, le Premier ministre doit réunir tous les gouverneurs et savoir dans chaque province qu'est-ce qui se pose comme problèmes cruciaux. Et prendre ces problèmes cruciaux, les mettre dans son programme. Et à ce moment-là, le peuple se sentira concerné. Parce que le problème, c'est d'avoir une planification dont la population ne comprend rien. Et à ce moment-là, pour adhérer à une vision, pour adhérer à une planification, l'appropriation dont nous appelons la société civile, s'approprier un programme, c'est quand vous vous retrouvez dans ce programme. Quand
On va vous retrouver dans ce programme. Nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui concret. Fidèles spectateurs, je vous avais dit que c'était spécial. Un numéro spécial parce qu'au fait, il y a eu la publication du gouvernement. Un numéro spécial parce qu'il faut quand même parler des priorités et des urgences de ce gouvernement. Mais le gouvernement, bien avant la publication de ce gouvernement, nous avons vécu dans la province du Haut-Katanga le lancement de la vente de la farine de maïs par le gouverneur Jacques Yabula, qui est au fait une première que la province vende le maïs. Je ne sais pas si M. Jean-Luc Ayoko, qui est mon aîné en âge, peut me dire à quel moment dans la province, aujourd'hui au Katanga, à l'époque Grand Katanga, il y a eu un gouvernement qui avait vendu de la farine made in gouvernement provincial, pas d'un individu. Non, il n'y en a jamais eu. C'est une bonne initiative que nous apprécions tous, mais nous sommes en train de vouloir qu'il y ait des stratégies de pérennité. Parce que c'est ça qui va faire de cette initiative une tache d'huile pour l'actuel gouverneur. Je répète encore. Une idée n'est pas une vision. Une bonne idée, quoi qu'elle soit, ce n'est pas une vision. Or, lui, en tant que gouverneur, nous avons besoin qu'il nous développe une vision pour cette farine-là. Le développement d'une vision pour la farine de maïs qui est vendue dans le Haut-Katanga. Je rappelle, pour une fois, fidèles spectateurs, vous allez nous excuser. Nous allons parler pendant cette rubrique concret dans le concret, un peu en swahili, parce que le gouverneur qui a lancé, c'est une bonne chose pour nous. Nous sommes dans un magazine économique. Dans ce magazine économique, nous avons besoin des réalités économiques, nous avons besoin de palper le concret. Suivez en image, c'est que ça a été le lancement de la vente de la farine de maïs qui revient à 17 000 francs congolais. Najua kama baba mama bengine batasema atone fwashi beko nojisha, lakini mumufuate mbele hii nyewe iko napita. Tunamipitisha ima image juu mujue ke ni bia kweli beko nojisha bunga mu 17 000 francs congolais na mui province ni mambo ya bunga njoto anakaya kila siku wanasema crise inaingia ya bunga. Tufuate concret dans le concret. Bunga beko nojisha mu 17 000 francs congolais abina bia bongo tufuate. C'est officiel, le Haut-Katanga a désormais sa marque de farine de bonne qualité produite localement. Une première dans l'histoire de cette province, et cela est le couronnement des efforts du gouvernement Yabula qui s'était fixé des objectifs de mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, mission accomplie avec succès par Jacques Yabula qui a vu sa politique de subventionner les agriculteurs produire de bons résultats. Ce vendredi 12 mars, le chef de l'Institut provincial a lancé la vente de cette denrée made in Haut-Katanga qui sera vendue à 17 000 francs congolais le sac de 25 kilos afin de permettre à toutes les bourses de s'en procurer. Dans son allocution, Jacques Yabula a rassuré la population que le stock est assez suffisant et grand et son gouvernement va de plus en plus travailler pour que le prix de la farine baisse davantage sur toute l'étendue de la province et compte subventionner plus d'agriculteurs l'année culturelle prochaine pour faire mieux. La dernière fois que j'ai été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je lui ai expliqué de ce que nous sommes en train de faire sur le plan agricole et il m'a encouragé, monsieur le gouverneur, il faut atteindre même 50 000 hectares. Donc vous êtes à 15 000, mais faites tout pour que nous atteignons même 50 000. Le numéro 1 de province, les ministres provinciaux et autres officiels étaient les premiers à acheter cette farine. Cet aliment est produit à base de maïs rétrocédé par les agriculteurs bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial. Baba mama bonatokea pale kufuata inyebia kweli beko nojisha bunga mu 17 000 francs congolais, mais najua kama babingi batasema tone fwashi beko nojisha. Munasikia mwe emission tunapokea baba Jean-Luc Ayoko njo mwene tunampokea hapa. Anasema kintu mwa lazima ya kusema bunga beko nojisha. Vision, idée, haina vision. Maeke ifo idée kwe vision. Ikujisha beko nojisha bunga ifo ibakie na ifo kubeba ma stratégie juu ya sema ibakie. Haipashe banojisha mala moya inashimamia pale. Na bia kweli mimi najua kamba mimi najuliza fwashi kanibataauza ayo. Gouvernement provincial mbo natarisha mafwashi bataujisha ibunga, ma point de vente. Ile ya kwanza ilifika na ya pili baliweka kumeri. Sasa beko na mafwashi kuachana juu ma commune yote
Tupate Kouza et les Bunga 17 000 francs congolais. Nous sommes en train de chuter dans ce magazine concret. Concret dans le concret, vous avez vu, le sac de farine de maïs revient à 17 000 francs congolais. Mais il y a une précision, il faut signaler que nous attendons tous les points de vente pour acheter ce sac de farine de maïs à 17 000 francs congolais. Puisque nous sommes dans ce magazine économique, mais cette fois-ci un peu spécial parce qu'il y a eu la publication du gouvernement. Monsieur Jean-Luc Kayoko, nous sommes en train de chuter. Quel est votre mot de la fin face à la publication du gouvernement? Quel est votre mot de la fin face à toutes ces stratégies qu'il faut mettre en place? Vous avez dit, vous n'aimez pas parler de la chance, c'est comme si on est dans une loterie. Comment vous voyez les choses pour ce futur gouvernement? Votre mot de la fin. Oui, je répète encore, il faut que les citoyens se retrouvent dans le programme que le gouvernement central va faire. Ça, c'est la première des choses. J'ai donné ma première stratégie, c'est qu'il doit réunir que le gouverneur lui donne quels sont les réels besoins qu'ils sont en train de ressentir dans leur province. Ça va permettre à ce que les citoyens se retrouvent dans ce programme et s'approprient le programme. Ça, c'est important. Une autre stratégie ou une proposition. C'est de durabilité. Dans la durabilité, je suis en train d'insister que le programme qu'ils vont donner, que ça ne s'arrête pas seulement au programme, que nous commençons même vraiment aujourd'hui en faisant toutes ces priorités à construire la paix pour le développement durable. Donc, le gouvernement qui viendra prochainement puisse trouver un cadre stratégique où ils vont puiser, ils vont savoir, le gouvernement Sama s'est arrêté à tel endroit, nous prenons à tel endroit. Qu'est-ce qu'il y avait comme proposition? Donc, essayez de réunir un peu toutes nos archives. Depuis 1960. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. 61 ans après. 61 ans après. C'est important, c'est ça l'histoire d'un pays. Nous pouvons devenir une nation que quand nous allons comprendre que j'ai besoin de vivre avec vous, à côté de moi, de comprendre, comme les chrétiens disent, mon prochain. D'autant plus qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur tout ce que nous sommes dit, sur notre passé, que nous ne maîtrisons pas d'abord très bien, avoir aussi l'indépendance économique. Avant l'indépendance économique, ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Jean-Luc Kayoko, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. L'indépendance économique, c'est là que nous finissons avec ce magazine d'aujourd'hui concret qui a reçu pour vous, monsieur Jean-Luc Kayoko, qui a parlé de l'indépendance économique. Pourquoi nous avons tenu à parler des urgences ou sinon des priorités du gouvernement Sama Lukonde, le gouvernement de l'Union sacrée? C'est parce que simplement, entre la politique et l'économie, il y a l'économie qui dirige au fait la politique. Ce n'est pas la politique qui dirige l'économie. Tant que les aspects économiques ne sont pas pris en compte, la politique va mal se comporter. Bye bye et à la prochaine.